On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 6e édition du Salon Commerce et services du Haut-Richelieu, organisé par les travailleurs autonomes et le réseau de femmes d'action. Ça se tient la fin de semaine du 17 et 18 octobre à la polyvalente Armand-Racicot. Mais d'abord, parlons du stade du Haut-Richelieu, stade de soccer intérieur qui est rebaptisé au nom de Stade Dupont-Ford. Après le Centre Bell ou encore le Centre Vidéotron à Québec, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a aussi un stade dédié qu'on appelle le stade Dupont-Ford. C'est en fait le stade de soccer intérieur du Haut-Richelieu qui existe depuis à peu près 13 années. Avec nous pour en parler, Rodrigo Pinochet, qui en est le directeur général. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Et bien sûr, Olivier Dupont, président de Dupont-Ford. Bonsoir et bienvenue. Merci. Ça doit vous faire quand même une petite fleur de voir que le nom de l'entreprise porte maintenant est l'effigie d'un bâtiment commercial sur le territoire, Olivier. Oui, c'est vraiment super pour moi. C'est un stade que je connais et que je joue dessus depuis 13 ans, depuis le début. Puis aujourd'hui, mes enfants, tout le monde, la famille joue au stade, qui fait que de me voir associé au stade, c'était juste un naturel. Un naturel. C'est... Bon. Rodrigo, peut-être faire peut-être un peu d'histoire. Donc, 2002, c'était la construction. 2003, l'ouverture. On est quoi, 13 ans plus tard? Oui. C'est une entreprise privée, le stade de soccer intérieur du Haut-Richelieu, donc ce n'est pas supporté par un organisme à but non lucratif ou par la ville ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a fait le succès de ce stade de 2003 à aujourd'hui? Je crois qu'il y avait un besoin, premièrement. En 2002, il n'y avait qu'un seul centre intérieur similaire au Québec, qui était les complexes Catalonia à Montréal. Il y en avait 2 ou 3 au Canada. Alors, c'était nouveau. Ça venait répondre aussi à toute l'augmentation de la popularité des soccer qui s'est tenue dans les années 90-2000. Alors, les gens avaient besoin des surfaces et d'infrastructures pour faire perdurer le soccer 12 mois par année au lieu de le jouer seulement en saisonnier. Il y avait des ligues qui se tenaient dans les gymnases, mais la disponibilité des plateaux scolaires est très limitée. Et il y a eu cette technologie des gazons synthétiques qui a révolutionné un peu les marchés qu'on a profité à ce moment-là. Et juste peut-être un peu nous rappeler, mais qui a eu cette idée d'implanter ça ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu? Autrement dit, je reviens à ma question de bord, qu'est-ce qui fait qu'on a ça, nous, ici, à Saint-Jean et pas ailleurs, là? Il y avait... j'ai 3 partenaires investisseurs dans le projet du stade du Haut-Richelieu. Deux des trois, c'était des joueurs de soccer. Mais c'est Martin Heinz qui a été le premier à utiliser, d'ailleurs, en tant que joueur de flag, la surface à Montréal et celle des gens de la Menée, où on avait des petites ligues qu'on organisait, nous, qui étaient régionales. On était les maîtres d'œuvre des ligues régionales à ce moment-là. Martin a eu l'idée, il a dit « Pourquoi, Rodrigo, on ne bâtirait pas ce complexe-là? » Je lui ai dit d'abord, il faudrait trouver l'argent. Il dit, montre-moi le dossier, puis je vais te trouver l'argent. Puis c'est une idée qui a cheminé sur une période très courte. On en a parlé en décembre, puis un an après, le stade a été construit. Ça a été... c'est des souvenirs à la fois complexes et heureux qu'on a de cette période-là. Bon. À quel moment, je sais qu'on a compris dans l'introduction qu'Olivier a été un grand utilisateur du stade, donc il connaît bien les lieux. À quel moment avez-vous entamé des discussions pour quelque chose de plus formel, une commandite et même d'un nom dédié pour le stade? Moi, je tiens à dire que l'engagement des Dupont-Ford et l'engagement d'Olivier envers le soccer, il ne date pas d'il y a 3 semaines ou il y a dans le mois. Dupont-Ford étant le principal ou un des principaux partenaires de Soccer au Richelieu, qui est notre organisme régional qui gère le soccer. Il contribue monétairement depuis de nombreuses années à la réussite et au développement de nos jeunes au niveau du soccer compétitif. Et puis, Olivier, il utilise l'infrastructure, donc c'est quelqu'un que l'on côtoie régulièrement. Et à un moment donné, on savait qu'on avait des échéances au niveau des travaux et des améliorations à faire. Et je pense que ça fait une couple d'années qu'on en jase, puis qu'on essaye de mettre la table vers un engagement à la fois profitable pour l'entreprise Stade et à la fois reconnaître les commitments, l'engagement d'Olivier envers le soccer local. Et qui a eu cette idée de dire, tiens, on pourrait faire une commandite, puis on va appeler le stade Dupont-Ford? C'est venu, ça vient d'Olivier, ça? Non, ça vient de Rodrigo. Ça vient de Rodrigo? C'est toi qui as suggéré l'idée? Oui, parce qu'en fin de compte, c'est ça, dû à la nécessité de remplacer certaines infrastructures, dont le gazon, qui donnait une échéance aussi au niveau de nom, s'il y avait une période où est-ce que c'était
dans le bon temps de faire ce changement de nom. C'était en même temps, parce que là, c'est écrit sur le gazon, 60 pieds de large, qui fait que c'était un moment, une espèce de date butoir pour avoir une entente. Ça pouvait concorder avec le gazon. Puis là, c'est sûr que ça a été plusieurs... OK, donc là, tu as soumis l'idée dans ce partenariat de dire, ben voici, on pourrait rebaptiser le stade au nom de l'entreprise. Mais il faut dire que dès le départ, le nom Stade du Haut-Richelieu était un nom neutre qui laissait place à trouver un partenaire qui pourrait le rebâtir avec sa participation financière. Mais on n'a pas cherché, on s'est tellement investi à le rentabiliser, à l'occuper, qu'on n'a jamais vraiment pris la peine d'approcher des partenaires. Et c'est quand même complexe. Il faut vraiment être familier avec, il faut le connaître. Il faut dans les souliers d'un individu comme Olivier Dupont pour s'intéresser à un projet comme ça. Bon, en même temps aussi, c'est du long terme, je présume, parce que, bon, effectivement, le logo Dupont Ford est sur le gazon, qui est le nouveau gazon. Donc, on s'entend évidemment que c'est là pour un certain temps, là. Donc, est-ce que déjà vous avez déterminé un nombre d'années dans cette entente? C'est une entente minimum. J'aime bien le mot minimum parce que de 10 ans pour les 10 premières années. Puis après, Après, on verra. On verra. Mais en même temps, comme entreprise aussi, c'est une décision importante parce que, bon, évidemment, comme chaque entreprise, vous avez un budget de publicité de commandite annuel, puis vous en mettez un petit peu partout, dans les journaux, puis sur le web, etc. Là, évidemment, il y a une portion du budget qui va, je présume, à cet investissement. Donc, comme entreprise aussi, c'est un, comme disent les Anglais, c'est un commitment, c'est un engagement quand même assez important. C'est du long terme, là. Oui, exactement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je suis déjà commanditaire des équipes de soccer depuis plusieurs années. Puis c'est ma commandite qui est, pour moi, qui me rend le plus fier. Puis je l'avais dit à Rodrigo aussi, qui fait que c'est un peu cette idée-là qui a fait les petits d'aller plus haut encore. Parce que je commandite tous les habillements de compétition de tous les joueurs du Celtics. Ça représente beaucoup de joueurs. Puis c'est vraiment celle que quand moi je vais jouer, parce que je suis un Celtics, mes enfants sont des Celtics, ma femme a été une Celtics, ça me rend fier. Je regarde dans les parcs, je vais au stade. Au-delà du cœur, si on y va sur le côté plus rationnel, évidemment, tu es un gars d'affaires. Oui. Donc, quand on dépense $1, c'est parce qu'on va en faire 2 peut-être, ou je ne sais pas. Mais en quoi pour Dupont Ford, c'est un investissement qui est payant au niveau stratégie marketing, j'entends, pour la visibilité de l'entreprise et tout ça? Mais ce qui est vraiment bien avec le stade, c'est qu'il est vraiment situé à l'entrée de la ville. C'est vrai. Qui fait que ça nous permet d'atteindre les gens qui arrivent de l'autoroute 35 d'un côté ou de l'autre avec une bannière qui est super. Ça affiche le nom, ça a 70 pieds de large. Ça fait une très belle publicité. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que ce qu'il y a derrière, pas juste le panneau, mais c'est quelque chose qui me ressemble, quelque chose que j'aime, quelque chose que j'utilise, qui fait que je me sens vraiment impliqué dans cette cause qui est le soccer à Saint-Jean. Puis le stade est venu comme... C'est naturel. Là. Pour moi, c'est pas... c'est vraiment... C'est un naturel. Bon. On disait donc que ce partenariat donc, avec Dupont Ford là, a permis de l'investissement de quoi? 400 000 pour une cure de rajeunissement? Environ. Il y a eu remplacement du tapis gazon qui était dû. On a remplacé tous les revêtements muraux internes de la surface sportive. Et puis, on a également changé les buts qui servent à la majorité des activités, qui avaient quand même 12 ans. Il y a des technologies au niveau des filets et des buts de soccer, surtout pour le soccer à 7, qui étaient pas mal plus à jour que ce que nous, on avait. Et puis, on en a profité aussi pour faire ces remplacements-là. On parle d'une facture de l'ordre d'à peu près 400 000 $400 000. Le tapis, je présume, c'est un peu le nerf de la guerre, parce que ce qui fait la beauté d'une infrastructure, oui, on est à l'intérieur, mais encore faut-il avoir un revêtement qui est à la satisfaction des joueurs. On s'est procuré un produit au top de la technologie. C'est d'ailleurs la compagnie Carpel des Grands B qui ont installé les tapis au Stade olympique pour l'avenue de la Coupe du monde féminine et en 2014 et en 2015, parce qu'on a reçu 2 Coupes du monde féminines à Montréal. Et puis, ce sont eux également qui ont remplacé qui ont mis les surfaces pour les Jeux panaméricains à Toronto cet été. C'est une compagnie qui a plein de références au Québec. Et puis, par curiosité, ça a pris combien de temps faire le changement de tapis? Ça a pris environ 2 à 3 semaines. On a choisi une période très stratégique pour le faire. Qui était quoi, durant l'été? Ou au mois d'août, oui.
on peut dire la moins achalandée, mais on a quand même souffert de... Ah ouais? Le stade sert 12 mois par année. On arrête très peu. On arrête 2-3 jours à Noël, 2-3 jours au jour de l'an. Le reste du temps, il y a toujours quelqu'un qui l'utilise. On a des utilisateurs estivaux. D'ailleurs, un commentaire intéressant par rapport à ce qu'Olivier a mentionné tantôt. Le stade du Haut-Richelieu, je dirais que 80 de la clientèle, et on parle d'environ 3500 utilisateurs par semaine en haute saison, proviennent de la grande région de Saint-Jean. On a peu de clientèle extérieure. On a des ligues compétitives les week-ends au niveau senior qui concernent plus la Montérégie. Pour les restes, c'est Soccer Chambly, Soccer Saint-Jean, Ultimate Saint-Jean, Ultimate Saint-Chambly, les écoles locales. C'est beaucoup de gens de chez nous. Donc, des gens qui peuvent s'identifier rapidement à une entreprise comme Dupont-Ford. Et est-ce que je me trompe ou depuis que vous avez ouvert en 2003-2002, il y a eu au Québec aussi d'autres constructions similaires? On parle actuellement d'environ 25 centres intérieurs. Comme nous, on était le deuxième. Depuis ce temps-là, il y a environ 25 centres. Il y en a un à Longueuil, je pense? Il y en a un à Longueuil. Il y en a un maintenant qui est en train de se construire à Varennes. Il y en a un à Saint-Hyacinthe. Il y a un petit centre à Granby. Ça, c'est ce qui est alentour en Montérégie. Donc, ça a fait des petits, là. Hein? Oui, définitivement. Ça a permis à Soccer au Richelieu, qui est le principal utilisateur du stade, de grandir énormément depuis 12 ans. Le stade de Soccer au Richelieu, c'est intimement lié. Olivier, cet amour du soccer, ça vient d'où? Ouf, bonne question. J'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, mais il y a eu une espèce de petit passage à vide à partir du secondaire. C'est vraiment des équipes Celtics de Saint-Jean qui sont venus me chercher comme un joueur un peu qui venait de l'extérieur. C'est le frère à Rodrigo, qui était le coach à ce moment-là des équipes compétitives, qui m'a vu jouer dans le récréatif, qui m'a dit « Viens faire un tour, on va faire quelque chose avec toi. » Puis, grâce à lui, la passion est revenue au maximum. Est revenue, demeurée. On joue les 12... enfants aussi, je présume. Les enfants, c'est venu par après. C'est normal que je les ai impliqués jeunes. Puis ils ont tout de suite aimé le sport, surtout avec le centre qu'on a ici. C'est le fun à l'année, c'est vraiment super. Mais le soccer, évidemment, a beaucoup évolué parce que je me rappelle, moi, justement, au début des années 2000, je faisais des reportages en Montérégie où les municipalités avaient des problématiques de terrain, il manquait de terrain. Ça coïncide aussi un peu avec, malheureusement, je le dis tristement, la baisse un peu de popularité du baseball, le départ des expos. Donc, on dirait que même dans les villes, aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui jouent au soccer qu'il y en a qui jouent au baseball. Hein. Il y a eu un changement culturel. En même temps, on le voit à Montréal aussi avec l'Impact, où on voit vraiment qu'il y a une popularité grandissante du soccer. Donc, ça doit profiter, je présume, aussi à l'augmentation des joueurs dans une région comme la nôtre. On est la fédération sportive la plus importante au Québec et au Canada. Il y a 200 000 joueurs fédérés au Québec. Ce qui a changé beaucoup, Éric, depuis les années 2000, ce n'est pas tant le nombre d'adeptes qui, je ne dirais pas plafonne, mais qui a une croissance beaucoup plus régulière et normale qu'il y a une quinzaine d'années. Ce qui évolue, c'est la complexité du soccer qui est offert à ces jeunes et à ces adultes-là. Il y a 15 ans, les soccer, c'était une activité estivale qui durait une quinzaine de semaines par année. Ça se jouait dehors, sur n'importe quel terrain, et on était bien heureux de ranger nos souliers au mois de septembre. Aujourd'hui, les soccer est une activité annuelle qui implique les familles au complet dans le compétitif, parfois 3-4 fois par semaine à l'année longue, et on a plus d'attentes face aux résultats. Donc, on est plus exigeant envers l'entreprise soccer que l'on était il y a 15 ans. C'est beaucoup moins juste un jeu ludique. Quand on parle de soccer compétitif, on veut que nos enfants aillent loin, on veut qu'ils aillent avec l'Impact de la MLS. Ça, la mondialisation à la télé aujourd'hui, il y a 20 ans, à la télé, on ne pognait aucune game de soccer. Aujourd'hui, il y a des chaînes spécialisées qui nous passent 30-40 matchs par semaine au moins. Alors, les jeunes connaissent le soccer et sont plus accros à ça. Bien, à vous deux, merci infiniment. Merci. Et on devrait maintenant s'habituer à dire le stade Dupont-Ford. Merci. T'aimes ça, hein? Oh, oui, j'adore ça. J'adore ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du salon Commerce et Services qui se tient les 17 et 18 octobre prochains à la Polyvalente Armorico.
Le rendez-vous est donné les 17 et 18 octobre prochains à la polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le salon Commerce et services. C'est en fait, on dit, votre salon multiservice ouvert au grand public ici dans la région. 3 invités pour en parler. D'abord, Christian Haché, qui est président du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. De même que Élise Martinez-Ressegui, qui est présidente du réseau des femmes d'action du Richelieu. Bonsoir à vous. De même que Luc Veillette, qui est le coordonnateur du salon Commerce et services au Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, évidemment, le salon existe depuis quelques années déjà. Vous êtes maintenant à la polyvalente aussi depuis quelques années. En quoi l'édition 2015 sera-t-elle différente des précédentes? Elle va être différente beaucoup plus sur le côté, on a augmenté pour bien des choses le nombre de kiosques. On va être 42 kiosques au lieu de 32. Ça, c'est une première chose. On a décidé aussi de limiter à 42. On aurait pu être plus gros. Le polyvalente donne quand même beaucoup d'espace. Donc, on aurait pu être plus, mais on a décidé de limiter à 42 pour mieux contrôler, si je peux dire, notre offre et la demande, naturellement. Différence, on va avoir moins de spectacles, mais beaucoup plus d'exposants. Plus de tirages aussi. On va avoir des tirages de toutes les demi-heures, des prix de présence, en fait, pour les gens qui vont venir au salon. On a pour 2 900 $ de prix qui vont être tirés le dimanche 18 octobre à 16 h. Beaucoup de choses en tant que telles là, qui vont faire en sorte que les gens qui vont venir vont beaucoup avoir de plaisir, mais surtout, ils vont avoir aussi beaucoup de prix de présence, beaucoup de choses qui vont être offertes à ces gens-là. Bon, et c'est toujours bon, évidemment, pour les membres, l'organisation que vous représentez, donc le regroupement des travailleurs autonomes. Donc, évidemment, dans ce salon commerce et services, il y a plusieurs de vos membres qui sont en évidence. Ce sont tous des membres. Le salon a été créé il y a 6 ans, c'est notre 6e édition, pour justement mettre en évidence nos membres, les faire connaître par monsieur et madame tout le monde. Comme le dit si bien Luc, souvent, quand tu vas à Brossard ou à Montréal, tu peux essayer de trouver un naturopathe, un massothérapeute ou autre, puis bien des fois, ton voisin en est un. Donc, nous, on a décidé de faire le salon pour faire en sorte de faire connaître nos membres. Bon. Et évidemment, avec le regroupement des travailleurs autonomes vient aussi le réseau des femmes d'action du Richelieu, parce qu'il y a aussi, comme on dit, des vases communicantes entre les deux organismes, parce qu'il y a plusieurs de vos membres qui sont aussi à la fois des travailleurs ou des travailleuses autonomes. Tout à fait. Bon, parlez-nous un peu du réseau des femmes d'action et de l'implication du réseau dans le salon. Bien, comme vous venez de le dire, il y a une complémentarité entre les deux, le regroupement et le réseau. Donc, dans les femmes d'action, nous avons des femmes d'affaires aussi, donc, qui sont intéressées justement de se faire connaître par le biais de ce salon-là, et puis de promouvoir justement leurs produits ou leurs services. Nous allons être aussi très présents et impliqués dans l'organisation du salon, dans l'animation, dans tout ce qui va se passer, parce qu'on réserve quand même des surprises. Il va y avoir aussi des conférences. Il y a beaucoup d'offres variées, diverses et variées qui vont être proposées. Et donc, voilà, c'est à peu près ça. Luc Veillette, souvent, un salon, il y a 2 côtés. Il faut que les exposants soient contents et de bonne humeur à la fin. Toujours. Puis, il faut aussi que les visiteurs, les clients, ils trouvent leur compte. Et on le sait, un salon, c'est beaucoup de logistique. Hein? C'est des tables, puis des chaises, puis des rideaux, puis, oups, il me manque un fil, as-tu une power bar pour installer mon kiosque? Puis là, bon, il y a un plan et tout ça. Comment se passe la logistique, l'organisation technique du salon, à la satisfaction de tous? Ça prend 1 an à organiser un salon. Okay. C'est un petit salon local qui a 42 exposants cette année, comme Christian disait. Mais ça prend de tout planifier ça. Et c'est pas juste la logistique, c'est le financement. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de guerre, c'est le financement. D'autant plus qu'on est un organisme à but non lucratif. Tous nos profits sont remis cette année à la porte ouverte
Puis souvent, les gens ils disent, ouais, un organisme à but non lucratif, mais il y a des frais d'administration. Il n'y a aucun sou d'administration. Il n'y a même pas 5 cents de gaz qui est pris ou 5 cents pour un café. Tous les sous qu'on recueille pour le salon sont investis dans la publicité, dans l'aménagement et les dons à l'organisme. Bon, en bout de ligne, est-ce qu'il en reste quand même un certain montant? Parce Il y en a toujours resté. Une fois que vous avez payé les lieux, puis peut-être aussi en même temps, bon, la publicité et tout ça. La publicité, tu le sais mieux que personne, c'est dispendieux. Et cette année, on n'a pas de conférencier invité. Tous les autres années, on avait toujours un conférencier invité. On a eu Marcel Leboeuf, François Léveillé, merci, et d'autres artistes. Et cette année, ce qu'on a dit, on va investir dans Boom FM. Alors, Boom FM va être sur place samedi et dimanche matin, de 11h à 2h, live. Alors, on veut que les gens nous trouvent, on veut que les gens savent que nous sommes là et qu'ils viennent nous découvrir. Parce que souvent, les gens ont le réflexe de dire « Salon commerce et services, salon travailleurs autonomes », c'est pas pour nous autres. Non, c'est pour vous autres. Ouais. Venez découvrir qui reste à côté de chez vous, les services qui sont Mais disponibles. souvent aussi, un événement comme un salon, c'est pas nécessairement une décision. Tu ne dis pas une semaine d'avance. Ah, moi, le samedi prochain à 2 h, je vais aller voir le salon. C'est plus comme on est samedi matin, on s'en va au restaurant. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourra faire aujourd'hui? Ah, il y a un salon. C'est souvent une décision, peut-être pas de dernière minute, mais c'est pas une décision qui est planifiée longtemps d'avance. Mais il faut que tu le saches quand Ben, même c'est ça, que ça ouais. existe. Sans dire que tu le planifies, tu peux dire, ouais, c'est parce que nous autres, on est impliqués, on sait que dans 3 ça, vous semaines, autres, vous nous autres, savez. on va être là. Bon, Mais, vous avez aussi des partenaires qui ouais. vous soutiennent. Tout à fait. Et ça, c'est important comme organisation parce que sinon, Très, on ne très peut pas le important. faire. Très important. Et une des choses que tu as dites pour les restaurants, quand on va manger au restaurant, une des choses qu'on regarde souvent, c'est les napperons. Et l'année passée, on a commencé ça et cette année, on a amplifié. L'année passée, on a mis 75 000 napperons en circulation dans la région. Cette année, c'est 100 000 napperons qui sont distribués et ils sont déjà commencés à être distribués jusqu'aux lignes La Colle, Saint-Paul, etc., Saint-Jean et les alentours. Donc, ça va être une façon de faire connaître le salon. Les gens vont avoir sur le napperon un petit coupon à découper pour l'entrée. Il y a aussi des posters un peu partout qui vont être distribués et aussi nos petits coupons ici, Ouais, les coupons, billets ouais. qu'on va distribuer par le biais des IGA. Donc, nos partenaires majeurs, IGA entre autres, vont distribuer dans leur sac d'épicerie les coupons. Ça, il y en a 50 000 en circulation. Bon. Évidemment, on le dit, les travailleurs autonomes sont impliqués. Je regardais aujourd'hui justement sur votre site Internet un peu la liste des exposants. Et il y a beaucoup de femmes également qu'on retrouve maintenant qui sont à la tête d'entreprises. D'entreprises, elles sont de plus en plus impliquées. Et il y a aussi le fait que, en plus de venir représenter leur entreprise, avec le salon, on peut aussi donner des subventions à un organisme. Donc il y a aussi le côté de l'implication dans la communauté qui regroupe justement l'état d'esprit que l'on veut avoir et que l'on veut véhiculer justement dans ces actions-là. Ça reste le côté commercial, mais ça reste aussi le côté humanitaire et ça reste c'est un mélange vraiment de tous ces aspects-là. Ça donne cet état d'esprit au salon qui est particulier. Luc Veillette, qu'est-ce qu'il reste à faire d'ici le 17 et 18 octobre? Il reste encore 4 kiosques à louer. OK. OK? 4 kiosques, c'est 1 200 c'est 325 chaque, c'est Chacun, 1 300 Alors, louer ces 4 kiosques-là, c'est donner 1 300 à la porte ouverte. Pour nous, c'est notre priorité. Présentement, on a booké notre budget, on n'est pas en déficit, tout est couvert. Il reste des petits détails, comme tu parlais, s'assurer qu'on a les extensions, les bus bars, que tout le monde est heureux, qu'il va y avoir de la nourriture sur place, qu'il y a de l'eau. La logistique a été pas mal toute fignolée. On est un groupe de 11 personnes qui est impliqué au comité. Alors, c'est pas petit, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est pour les gens.
C'est pas pour nous, c'est pour Et ça les vise gens. bien sûr à faire connaître donc des gens qui font des affaires dans la région. Et c'est comme on dit, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou peut-être de façon un peu plus éloignée qui peut-être va vous rendre un service en comptabilité, en massothérapie ou en je ne sais trop. Bref, Comme je dis souvent, aujourd'hui, on a le phénomène Google. c'est sûr. Si tu cherches un comptable, j'en ai un à Boucherville, j'en ai un à Bromont. Ah, ouais, on va y aller là. Mais on est ici. C'est ça. Tout à fait. salon.qc.com, donc pour obtenir l'information, 17 et 18 octobre dans la cafétéria de la Polyvalente Armoresco à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup à vous trois. Bonne chance. Bien, merci. Merci. Restez avec nous au retour. On vous présente le Bavière quotidien. Un brunch populaire est organisé au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. C'est le dimanche 25 octobre. C'est dans la salle des Chevaliers de Colomb du côté d'Iberville au 335 de la 6e avenue. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, rappel de la grille horaire. Également vous dire qu'à chaque dimanche matin, 9h30, en direct au câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires et plus dans le territoire où l'on diffuse pour acheter vos livrets chaque semaine. Pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous faites le tvhr9.com. Pour me joindre par courriel, Éric Laton en un mot, à commercial-tvhr9.com. Voici les coordonnées de la télé également. Je vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Twitter et également à regarder notre site internet tvhr9.com pour voir à chaque semaine toutes nos émissions. Si vous voulez revoir des émissions peut-être que vous avez peut-être manqué durant la semaine, bien, vous allez pouvoir bien sûr les retrouver. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlaton.com. Bye bye.